Nous voilà au début du XXe siècle et les espaces vides de la map-monde sont pratiquement comblés. Seuls subsistent les deux pôles de la Terre, le pôle Nord et le pôle Sud. Mais la situation allait bientôt changer. Un explorateur norvégien, Roald Amundsen, se prépare à une expédition au pôle Nord. Après plusieurs mois de préparatifs, de tensions et d'incroyables rebondissements, le 14 décembre 1911, lui et 4 compagnons atteignent enfin le pôle, mais pas le pôle Nord, comme prévu à l'origine, mais le pôle Sud. Il résumera plus tard cette histoire par ces mots très justes. Jamais un homme n'a atteint un but aussi diamétralement opposé à celui qu'il s'était initialement fixé. Né en 1872 dans la ville norvégienne de Borge, le jeune Amundsen a très tôt été attiré par les terres glacées et lointaines. Sa famille était propriétaire de navires et plusieurs de ses proches étaient capitaines de marine. Mais sa mère insistait pour qu'il poursuive des études de médecine. Après la mort de sa mère, il abandonne l'école et, à 21 ans, entreprend ses premiers voyages. Une de ses premières vraies grandes aventures est une expédition scientifique belge en Antarctique, dont le navire, le Belgica, est pris dans les glaces, obligeant l'équipage à passer l'hiver à bord. De 1903 à 1906, au cours d'une seconde expédition, Amundsen est le premier à franchir le passage du Nord-Ouest, en naviguant du Groenland le long de la côte de l'Amérique du Nord jusqu'à Nome, en Alaska, à bord du navire Gjöa. Cette expédition se révélera cruciale par la suite. Il acquiert chez les Inuits des techniques de survie qu'il utilisera à maintes reprises. Il se rend compte que la fourrure animale est bien plus isolante que les manteaux de laine et découvre que la viande crue peut empêcher l'apparition du scorbut, une maladie mortelle provoquée par une carence en vitamine C qui à l'époque était la plus grande crainte de tous les marins. Amundsen était, à bien des égards, un explorateur peu conventionnel. À ses yeux, les expéditions étaient surtout une forme de compétition où le vainqueur raflait la mise. Sa plus grande inspiration fut un autre explorateur polaire norvégien célèbre, Fridtjof Nansen. En 1893, celui-ci laissa son navire, le Fram, prisonnier des glaces, et le livra à la dérive des courants océaniques dans l'espoir qu'il atteigne un jour le pôle Nord. Même s'il n'y est pas parvenu, il devint une légende pour la génération d'explorateurs polaires suivante. En 1907, Amundsen approche Nansen pour lui demander d'emprunter le Fram. Nansen y consent, à condition que le navire soit employé à une étude approfondie des courants océaniques dans l'océan Arctique. Amundsen lui promet de le faire, monte un équipage et se met à rêver de planter le drapeau norvégien au pôle Nord. Toutefois, son rêve meurt dans l'œuf avant même d'avoir commencé. En septembre 1909, on apprend que le pôle Nord avait déjà été atteint, non pas une fois, mais par 2 expéditions américaines distinctes, l'une menée par Frederick Cook et l'autre par Robert Peary. Même si la mission scientifique prévue dans l'océan Arctique peut encore donner lieu à d'importantes découvertes, Amundsen se fait une raison. Ce n'est plus la bonne voie. Le navire a déjà été emprunté, l'équipage rassemblé, et le 9 août 1910, le Fram met le cap au nord. Du moins, c'est ce que tout le monde croit, à l'exception de 2 membres de l'équipe. Au bout de 4 semaines, après avoir atteint Madère, Amundsen savait qu'il ne pouvait plus faire demi-tour. Il est temps de dévoiler la vérité. Nous nous dirigeons vers le sud. Les Britanniques projettent de rattacher l'Antarctique à leur empire. Et Robert Scott est déjà en route avec 65 hommes, des traîneaux motorisés et des poneys. On dirait que la seule chose qu'il a oubliée, c'est nous. C'est ainsi que commence ce qui est désormais connu sous le nom de course au pôle Sud. Nombreux sont ceux qui jugent la manœuvre inattendue d'Amundsen antisportive, mais pas lui. Par ailleurs, celui-ci n'a pas l'intention de suivre la même route que son rival, Scott. L'expédition norvégienne choisit un nouveau parcours, là où aucun humain n'a jamais mis les pieds.
Ils dressent leur camp de base dans la baie des Baleines, à environ 1300 km du pôle en ligne droite. Amundsen envisage de traverser les monts de la Reine Maude, dont les sommets culminent à près de 3000 mètres. Par la suite, des critiques ont affirmé qu'Amundsen avait simplement eu de la chance et que son expédition avait été nettement moins difficile que celle des Britanniques. Mais la vérité était que l'équipage du Fram était exceptionnellement bien préparé. Leur camp de base, Framheim, se trouvait non seulement à près de 100 km plus près du pôle que le point de départ de leurs rivaux britanniques, mais ils avaient aussi réussi à installer plus de dépôts de ravitaillement le long de la route que les Britanniques. Les 5 hommes qui embarquent pour la dernière étape de l'expédition sont tous d'habiles navigateurs et des skieurs expérimentés. Leurs vêtements étaient en fourrure d'animaux chauds, et les chiens de traîneau les aidaient à transporter leurs provisions, bien qu'Amundsen n'ait pas hésité à tirer sur certains d'entre eux et à les manger en cours de route. Le moment était enfin venu. À la mi-décembre, les 5 explorateurs rejoignent leur destination. À leur grand soulagement, ils ne découvrent aucune trace de l'expédition de Scott. Si c'est bien le pôle Sud, alors ils sont les premiers à s'y trouver. Ils multiplient les mesures, mais bientôt aucun doute ne plane. Ils ont bien atteint le point le plus méridional de la Terre. Amundsen laisse sur place une tente, un drapeau norvégien et une lettre à l'intention de l'équipe de Scott. L'expédition de Scott, exténuée et dévastée par une série de malheurs, tombe sur le site 34 jours plus tard. À la vue de la tente norvégienne, il sombre dans le désespoir le plus total. Amundsen rentre à son camp de base au bout de 99 jours. Il boucle le voyage 10 jours plus vite que prévu. En mars 1912, il regagne la civilisation et y apprend qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de l'expédition de Scott. Le monde découvre alors, au début de l'année suivante, que tous les membres de l'équipe polaire de Scott ont péri lors de leur voyage de retour. Cet événement vient assombrir le succès phénoménal d'Amundsen. La presse britannique, tout particulièrement, dénonce son changement soudain de plan et la façon dont il traite les chiens de traîneau, tandis que Scott, tombé au champ d'honneur, est salué comme un héros national. Au cours des années suivantes, Amundsen entreprend enfin la préparation de l'expédition nordique qu'il avait promise à Nansen. Mais en raison de la Première Guerre mondiale, il ne peut partir qu'en 1918 à bord de son nouveau navire, le Maude. À ce moment-là, il rêve d'une chose tout à fait différente: atteindre le pôle Nord par les airs. À une époque où l'aviation connaît des progrès fulgurants, il s'agit là d'une vision avant-gardiste. Mais pour Amundsen, elle aboutit à la ruine financière. Il est obligé de déclarer faillite, et même de renvoyer en Sibérie 2 jeunes filles inuites qu'il avait accueillies lors de son dernier voyage. En dépit de ses revers, son obsession pour le pôle Nord reste inébranlable. Le rêve d'Amundsen devient réalité en mai 1926. En compagnie de 15 autres hommes, il rejoint enfin le pôle Nord. Mais il ne peut pas y poser le pied. Il ne le voit que depuis le hublot du dirigeable Norge. 3 drapeaux sont alors plantés sur la glace par l'équipage international. Le drapeau norvégien, le drapeau américain et le drapeau italien. Le drapeau italien est apparemment le plus grand, ce qui attise les tensions entre Amundsen et Umberto Nobile, l'Italien responsable des aspects techniques du vol. Il s'agit néanmoins d'un jour historique. L'expédition est sans conteste la toute première à rejoindre le pôle Nord. Elle démontre également que ce dernier se trouve sur un océan gelé et non sur une terre ferme. Et Amundsen, il est le premier à voir les 2 pôles de la Terre. Nobile reviendra au pôle Nord en 1928 à bord du dirigeable Italia, mais cette fois sans Amundsen. Paradoxalement, c'est cette même expédition qui écrit le dernier chapitre de la vie d'Amundsen. Le 25 mai 1928, à environ 120 km au nord-est du Svalbard, l'Italia se fracasse avec 16 personnes à bord. Plusieurs équipes de sauvetage de 8 pays se mobilisent, dont la Norvège. Et même si ses relations avec Nobile sont tendues, Amundsen lui-même se joint aux recherches le 18 juin, s'envolant avec 5 autres hommes à la recherche de survivants.
Quant à la suite des événements, elle reste encore aujourd'hui un mystère. Cependant, ce qui est certain, c'est que l'équipe d'Amundsen n'a jamais atteint l'épave de l'Italia. Il est probable que leur hydravion s'est abîmé dans la mer de Barents en raison d'un épais brouillard. Tous les membres de l'équipage ont péri. Le flotteur et une partie du réservoir d'essence de l'avion accidenté ont été retrouvés plus tard près de la côte norvégienne. Le plus grand explorateur polaire de tous les temps est mort trop tôt, à l'âge de 55 ans. Cependant, il a quitté ce monde tel qu'il l'avait vécu, dans l'action, en luttant contre la nature et en recherchant l'inconnu.